Le puissant dirigeant exécutif Sean Diddy Combs a eu une présence inquiétante dans l'industrie musicale depuis 30 ans. De son implication suspecte dans la disparition de Tupac et Biggie, à ses fêtes secrètes et rituelles dans les coulisses, ainsi que ses nombreuses confessions accidentelles, le public l'a jugé coupable de toutes les accusations portées contre lui. Non seulement plusieurs femmes ont déposé des plaintes officielles l'accusant d'agressions sexuelles violentes et d'humiliation, mais maintenant, le gouvernement fédéral a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête sur son implication dans une opération mondiale de trafic sexuel. Techniquement, à l'heure actuelle, il n'est accusé d'aucun crime, mais à tout moment, Diddy pourrait ressentir la colère du système judiciaire américain. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets qu'il n'a jamais voulu que le monde sache, dans le but de déterminer une chose. Diddy est-il coupable ou non? Il est tout d'abord très important de comprendre l'implication potentielle de Diddy dans les meurtres de Tupac et Biggie, car si vous croyez ces accusations, tout ce qui s'est passé par la suite prend un sens total. Au milieu des années 90, Diddy, également connu sous le nom de Sean Puffy Combs, était au centre de la fameuse rivalité entre la côte Est et la côte Ouest du hip-hop. Tout a commencé avec le rappeur de la côte Est et signé chez Bad Boy Records, The Notorious B.I.G. Contre son ennemi, le rappeur de la côte Ouest est signé chez Death Row Records, Tupac Shakur. Cela s'est terminé par l'assassinat des deux lors de fusillades en voiture. Le meurtre de Biggie reste non résolu à ce jour, mais en 2023, nous avons appris que Keffe D était le commanditaire du groupe de personnes qui ont tué Tupac. Bien que nous ne connaissions pas les détails précis des raisons pour lesquelles ces deux légendes du rap ont été tuées, toutes les théories, les informations clés et les récits de première main des amis et des témoins des deux meurtres indiquent que Sean Combs aurait eu une implication dans les deux meurtres. Biggie et Tupac étaient amis et se respectaient mutuellement au début. Tupac avait commencé à rapper en 1991 et, en 2 ans, avait déjà obtenu un album certifié platine. Biggie, lui, était un dealer de crack qui enregistrait des freestyles pour s'amuser jusqu'à ce que quelqu'un envoie ses bandes à Puffy, qu'il a signé chez Bad Boy Records pour 25 000 $. Puffy a également utilisé son statut dans l'industrie musicale pour mettre en relation Biggie et Pac. Pac est devenu un mentor pour Biggie. Un jour, il lui a même demandé d'être son manager. J'étais là, je l'ai formé, il était sous mes ordres comme mon lieutenant. Il venait à New York et je lui permettais de monter sur scène avant moi. Personne ne le connaissait à New York. Pac croyait que Biggie l'avait utilisé comme modèle. Il a changé tout son style, sa personnalité et sa musique pour s'aligner davantage avec Tupac. Beaucoup ont spéculé que Diddy avait également une légère obsession pour Tupac. Il s'est mis à porter du Versace après que Tupac l'ait fait en premier. Il s'est également impliqué avec des femmes après que Tupac soit sorti avec elles. Sarah Chapman, qui fréquentait Tupac dans les années 90, est maintenant la mère de l'un des enfants de Diddy. Les déclarations de Tupac ont pris tout leur sens récemment, lorsque l'Internet a découvert que le plus grand succès de Biggie, Juicy, avait en réalité été volé à un artiste originaire du Mississippi nommé Notorious Bone, qui avait sorti une chanson intitulée Big Daddy 1 an avant Juicy et qui sonnait exactement pareil. Est-ce une coïncidence que Notorious Bone et Notorious B.I.G. étaient des noms si similaires et que la chanson de Bone s'appelle Big Daddy alors que Biggie a commencé à se faire appeler Big Papa? Beaucoup de gens pensent que cela résulte d'une stratégie orchestrée par Diddy qui, en tant qu'expert de l'industrie musicale, savait comment repérer les talents et identifier un tube avant tout le monde. Il croit que Puffy aurait ordonné à son artiste de s'inspirer, voire de voler Notorious Bone, et que Biggie faisait confiance à son patron et mentor. La rivalité entre Pac et Biggie a commencé comme une simple compétition musicale, qui avait le plus de ventes, le meilleur style vestimentaire, la meilleure représentation médiatique et la plus grande influence culturelle. Mais avec l'essor du gangsta rap dans le mainstream et le fait que les deux étaient entourés de véritables gangsters, les tensions ont rapidement dégénéré en un conflit mettant leur vie en danger. En novembre 1994, Tupac se rendait à Quad Studios à New York pour enregistrer de la musique. Par coïncidence, Biggie était aussi sur place pour enregistrer avec Junior Mafia, un groupe de 4 amis d'enfance. Puffy était également présent, car Biggie était son artiste,
et tout ce que Biggie écrivait ou enregistrait appartenait techniquement au label Bad Boy. Apparemment, un homme nommé Jimmy Henchman, qui purge aujourd'hui une peine de prison à vie, planifiait un vol contre Tupac, car ce dernier lui devait de l'argent. Beaucoup spéculent que Jimmy avait averti Puffy de ce qui allait se passer, mais que Puffy n'a rien fait pour l'arrêter. Lorsque Tupac est arrivé devant le studio, il a levé les yeux et a vu Lil Sis, le meilleur ami de Biggie, qui lui faisait signe depuis une fenêtre en haut. Tupac était ravi de le voir, car ils étaient amis. Sis lui a dit qu'il allait descendre le rejoindre dans le hall. Quand Tupac est arrivé dans le hall, des hommes ont tenté de le voler sous la menace d'une arme, ce qui a rapidement dégénéré en confrontation, et Tupac a été touché par 5 balles. Au cours du procès qui a suivi, Shakur a été à nouveau abattu, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre, bien que la police ait qualifié l'incident de vol. Pendant l'enquête, on pouvait voir Didi regarder autour de lui, la tête baissée, observant la situation. Il est important de noter qu'après avoir été abattu, Tupac est monté dans l'ascenseur pour rejoindre l'étage où se trouvaient des dizaines d'affiliés de Bad Boy. Pac a ensuite été interviewé par le magazine Vibe, où il a décrit la nuit où il a été abattu, ainsi que l'atmosphère qui régnait autour de lui pendant qu'il se vidait de son sang. André Harrell était là, tout comme Puffy. Biggie, personne ne m'a approché. J'ai remarqué que personne ne voulait me regarder. André Harrell ne me regardait pas. Pourtant, j'avais dîné avec lui ces derniers jours. Puffy restait aussi en retrait. Je connaissais Puffy. Il savait tout ce que j'avais fait pour Biggie avant qu'il ne soit célèbre. Sur la base de ces mots de Tupac, les fans et les médias ont commencé à croire qu'il insinuait que Biggie et Puffy pourraient être derrière l'attaque, ce qui a dérangé Big et Puff puisque publiquement, à ce moment-là, ils étaient encore amis. L'article de Tupac m'a mis en colère. Tu vois ce que je veux dire? Les rumeurs qui circulent sont du genre à dire qu'on l'a piégé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est complètement fou, c'est ridicule. Mais je comprends aussi que si tu te fais tirer dessus 5 fois, ton esprit est complètement bouleversé. Tu vois ce que je veux dire? Tu es vraiment confus par rapport à ta situation. Cela peut te pousser à dire des choses que tu regretteras. Pour empirer les choses, quelques mois plus tard, Pac a été reconnu coupable d'agression sexuelle et a fini par purger 9 mois en prison. Cela lui a laissé beaucoup de temps pour réfléchir et réévaluer sa vie. Pour ajouter l'insulte à la blessure, Biggie a sorti sa célèbre chanson « Who Shot Ya », qui semblait être une diss track évidente à l'égard de Tupac. Techniquement, la chanson avait été enregistrée avant que Pac ne se fasse tirer dessus, mais elle a été commercialisée et diffusée plusieurs mois après l'incident. Quoi qu'il en soit, les médias ont développé la narration selon laquelle Big et Puffy avaient orchestré la fusillade et qu'ils avaient maintenant sorti une chanson vantant leur coup. Les intentions de Puff étaient de créer du drame, comme l'a confirmé l'ancien président de Bad Boy Records. Biggie ne pensait peut-être pas que les paroles allaient être utilisées de cette manière, mais la façon dont la chanson a été commercialisée par la compagnie et les événements qui se sont enchaînés à ce moment-là, ce morceau a fait exactement ce qu'il était censé faire. C'est un parfait exemple de la manière dont mon ancien partenaire commercial fonctionne et réfléchit. Pac, qui était déjà en prison, pensait qu'il l'avait trahi, et la sortie de cette chanson était toute la preuve dont il avait besoin. Mais ce n'était pas la seule fusillade dans laquelle Puffy était impliqué. Il est aussi important de noter que Tupac a signé avec Death Row Records alors qu'il était encore en prison, après que le propriétaire du label, Suge Knight, lui ait promis d'utiliser son argent pour le faire libérer. Alors qu'ils étaient en train de négocier la libération de Pac, Suge Knight et son meilleur ami, Jake Rubble, également connu sous le nom de Big Jake, se trouvaient au Platinum Night Club à Atlanta. Suge a confronté Puffy dans le club et l'a étranglé. Le garde du corps de Puffy, Anthony Wolf Jones, est intervenu pour le défendre, et les choses ont dégénéré. Tout à coup, des coups de feu ont été tirés, et l'ami de Suge, Big Jake, a été abattu et tué. On n'a jamais confirmé si Wolf avait tiré sur Jake, mais Suge tenait Puffy pour responsable de l'attaque, ce qui était suffisant pour déclencher une guerre entre les deux dirigeants. Petite parenthèse. Récemment, des fans ont remarqué que le fils biologique aîné de Puffy, Justin Combs, ressemble beaucoup à Wolf. Comment se fait-il que ton fils ressemble plus à ton meilleur ami qu'à toi? Quoi qu'il en soit, en octobre 1995,
Tupac est sorti de prison et il voulait la guerre. Je n'ai aucune peur. Je n'ai que de l'ambition. Et je veux ce qui m'appartient. Je ferai tout pour protéger et nourrir ma famille. Et ces types représentent une menace. Pac est sorti de prison et a immédiatement commencé à narguer et à comploter contre Bad Boy Records autant que possible. Quelques jours après sa libération, il est entré en studio pour enregistrer son prochain album, All Eyes on Me, et a parlé des titres attendus. Two of America's Most Wanted, avec Snoop. Ça va être un gros morceau. Shoot 'em Up va être un succès. Et Wonder Why They Call You Beyond, avec Faith, ça va aussi faire sensation. Il mentionne Faith, alias Faith Evans, qui était mariée à Biggie depuis plus d'1 an à ce moment-là. Imaginez que votre femme entre en studio avec votre plus grand ennemi 1 semaine après sa sortie de prison. Pac a également été aperçu avec Faith Evans à la soirée de lancement de l'album de Whitney Houston. La rumeur veut que Biggie ait trompé Faith et qu'elle cherchait à se venger en trompant Biggie avec Pac. On raconte aussi que Pac aurait commencé à flirter avec Mary J. Blige, une amie proche et associée de Puffy. Ensuite, en 1995, Death Row Records a organisé une fête de Noël où un proche ami de Puffy, Marc Anthony Bell, a été impitoyablement battu et forcé à boire de l'urine après avoir refusé de donner l'adresse de la mère de Puffy à Suge. Pac et Death Row n'ont pas relâché la pression, et lors des Soul Train Awards de 1996, Biggie a remporté le prix de la chanson de l'année et Tupac celui du meilleur album rap de l'année. Après avoir reçu son prix, Biggie a pris des photos en coulisses avant de quitter l'événement pour se rendre à l'aéroport, et c'est à ce moment-là que Pac et Suge sont arrivés en Hummer pour les provoquer. Pendant qu'il attendait que sa voiture arrive, Suge et Tupac sont arrivés en Hummer, et tu sais, Tupac était vraiment bruyant, criant « West Side », insultant et criant toutes sortes de choses. Suge est sorti de l'autre côté et a essayé de s'approcher, disant qu'il voulait juste parler à Big. Bien sûr, tout le monde s'est interposé. Il y a eu des cris et des disputes pendant un moment, mais la police est intervenue et a calmé la situation. Malgré les paroles de gangsta de Biggie, il était en réalité un gars plutôt tranquille qui ne voulait pas de conflit avec Pac. Souviens-toi, il l'admirait et pensait toujours qu'ils étaient amis. Mais, comme nous le supposons, il semblait être un pion dans une opération beaucoup plus vaste. Il sait que tu as envoyé quelqu'un pour le tirer dessus la première fois. Est-ce vrai ou faux? Pourquoi? Non, c'est faux. Pourquoi je ferais ça? Pac était un homme en colère, un homme qui croyait avoir été condamné à tort pour un crime qu'il n'avait pas commis, constamment calomnié par les médias et maintenant humilié par ses plus grands ennemis, tout en étant entouré de véritables gangsters. Il a sorti un clip vidéo avec Snoop Dogg intitulé « Two of America's Most Wanted », qui comportait une scène moquant Biggie et Puff. « Pop, ne le tue pas. C'était l'idée de Buff, mec. Je suis juste un rappeur, mec. Ne me tue pas. » Il est intéressant de noter que c'est Tupac lui-même qui a demandé à l'acteur jouant Biggie de dire que c'était l'idée de Puff, comme s'il connaissait la vérité. Puis Pac a sorti l'une des diss tracks les plus abrasives et emblématiques de tous les temps, Hit 'em Up. Il commence la chanson en affirmant qu'il a eu des relations sexuelles avec la femme de Biggie, puis attaque directement Biggie, Puffy et Junior Mafia avec diverses autres menaces. La pression était intense pour Bad Boy Records. Pac n'allait pas s'arrêter et Puffy ne supportait plus la situation. Le garde du corps de Biggie, Gene Deal, se souvient du moment où Puff a atteint son point de rupture. Il a dit « Je suis un homme d'affaires. Je veux faire de l'argent, mais quelque chose doit changer. Je m'en fous si Pac doit mourir, si Big doit mourir, ou si Suge Knight va en prison. Quelque chose doit changer. » Gene a été choqué. Il se demandait si Puff réalisait qu'il venait de dire qu'il ne se souciait pas si son propre artiste mourait. En même temps, Puff voulait continuer à jouer aux jeux de gangster. Comme nous le savons tous, ces jeux de gangster ne mènent qu'à 2 résultats, la mort ou la prison. Et Tupac allait rencontrer son destin le 13 septembre 1996. Pac et l'équipe de Death Row assistaient au match de boxe entre Bruce Seldon et Mike Tyson à Las Vegas. Chargé par l'adrénaline et l'énergie du combat, Pac voulait de l'action. Un associé de Death Row lui a montré Orlando Anderson, un membre des Crips de Southside, un gang rival des Bloods affiliés à Death Row Records. Pac s'est approché d'Orlando et l'a frappé au visage, puis les associés de Death Row ont roué de coups l'homme. Plus tard dans la nuit,
Suge et Tupac roulaient sur East Flamingo Road en direction du club 662, lorsqu'une Cadillac blanche s'est arrêtée à côté d'eux à un feu rouge et a ouvert le feu sur Tupac. Il a été touché 4 fois avec une balle fatale qui a transpercé son poumon. L'année dernière, la police de Las Vegas a arrêté un homme nommé Dwayne Keefe D. Davis, qui était un responsable du groupe d'individus ayant commis ce crime et qui a orchestré le plan. Ironiquement, Keefe D. confessait publiquement son implication sur Internet depuis des années. En 2008, il a avoué que son neveu, Orlando Anderson, l'homme que Tupac avait frappé plus tôt dans la nuit, était celui qui avait réellement tiré. Keefe a maintenant identifié son propre neveu comme étant l'assassin de Tupac Shakur. Un informateur en 1997 avait corroboré les déclarations de Keefe D en affirmant aux enquêteurs que Puffy avait engagé les Crips de Southside pour tuer Suge et Tupac, et que le Crip qui avait été agressé au MGM faisait partie du groupe qui avait exécuté le coup. C'était exactement la même histoire que Keefe D nous a racontée, une décennie plus tard. Keefe a également déclaré que Puffy leur avait offert $1 million pour tuer Suge et Tupac. On veut 1 million. Oui, il a dit, viens en bas, je vais te parler. Il te dit sérieusement, mec, je dois me débarrasser de ces gars en te regardant dans les yeux. Lorsque Diddy a été interrogé sur cette confession, voici sa réponse. C'était un documentaire qui prétendait quelque chose que nous savons ne pas être vrai. Oui. Écoutez, nous ne parlons pas de choses qui sont des absurdités. Nous n'entretenons même pas des absurdités, mon frère. Donc, on ne va même pas y aller avec tout le respect que je te dois, mais je t'apprécie en tant que journaliste de poser la question. Merci. Comme on peut l'imaginer, Death Row cherchait probablement à se venger du meurtre de Tupac. Tout le monde chez Bad Boy Records savait qu'il n'était pas en sécurité, surtout en Californie du Sud. À Los Angeles, un ponte appelé Gene Deal, le garde du corps de Diddy, a averti qu'un contrat était mis sur Biggie à LA. Ce type a fait 26 ans de prison fédérale en tant que ponte. Il m'a appelé pour sauver la vie de Big et leur dire de ne pas aller nulle part. Il y a un contrat sur lui. Tu obtiens cette information d'un ponte, Chaz Williams. Malgré toutes ces informations, en février 1997, ils se sont rendus à Los Angeles pour promouvoir le nouvel album de Biggie Life After Death. Puffy voulait également enregistrer une partie de son album No Way Out à LA. Lil Cease, le meilleur ami de Biggie, affirme que Big voulait être à LA. S'il disait de partir, on partait. S'il restait, on restait. Big voulait rester. Je dis toujours aux gens, pourquoi tout le monde demande toujours pourquoi vous êtes resté si longtemps ou pourquoi vous ne lui avez pas dit de rentrer chez lui? Il est le patron. On est ici à cause de lui et s'il pense qu'il n'y a pas de menace et qu'il veut rester ici, c'est notre devoir de rester avec lui. Biggie ne provoquait pas la côte ouest. Il aimait vraiment être à LA. Il recevait beaucoup d'amour de la part des fans, des promoteurs, des animateurs radio, malgré le fait d'être entouré de ses ennemis. Au lieu de revendiquer la victoire dans sa rivalité avec Tupac, Biggie voulait utiliser sa vie pour inspirer le changement et mettre fin à la guerre entre la côte Est et la côte Ouest. La vérité est que, au fil des années, Puffy et Biggie s'étaient fait tellement d'ennemis qu'ils ne savaient pas vraiment qui étaient leurs véritables ennemis, mais ils ont surestimé leur accueil dans la Cité des Anges et la chute de Biggie est survenue le 9 mars 1997. Après avoir remis un prix lors des Soul Train Awards de 1997, l'équipe de Bad Boy a assisté à l'after party organisé par le magazine Vibe au Peterson Automotive Museum. Biggie a quitté la fête en tant que passager avant d'un Chevrolet Suburban SUV avec Puffy et d'autres membres de l'entourage dans une voiture qui les précédait. Alors qu'il s'arrêtait à un premier feu rouge, une Chevrolet Impala de couleur sombre s'est arrêtée à côté du SUV de Biggie. Un assaillant non identifié à l'intérieur de l'Impala a baissé la vitre et tiré plusieurs coups de feu sur le véhicule de Biggie. Biggie a été touché plusieurs fois par balle, recevant 4 blessures par balle. L'une des balles l'a frappé à la poitrine, causant des blessures internes graves. Il a été immédiatement transporté au centre médical Cedars-Sinai, mais a été déclaré mort à l'hôpital cette nuit-là. Alors que s'est-il passé? Le partenaire commercial de Puffy a déclaré qu'ils avaient utilisé tout leur budget pour la sécurité, donc ils n'ont pas pu engager de sécurité supplémentaire pour cette soirée. Keefe D était également à cette fête et a proposé de fournir une protection. Puff lui a dit de ne pas intervenir.
Puff a décidé de rouler dans une voiture séparée, située devant celle de Biggie, puis il a donné à son garde du corps Gene Deal des instructions étranges, plutôt que de maximiser la protection de Biggie. J'ai essayé de rouler à côté de la voiture. Puff m'a dit « Yo Gene, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Je roule à côté de la voiture avec mon arme sortie. » Il m'a dit « Gene, si tu ne montes pas dans cette voiture, tu ne travailleras plus jamais pour Bad Boy. » J'ai dit « Mec, comment tu vas me dire comment faire mon travail ?» Il a dit « Gene, on n'a pas besoin de cette apparence. Monte dans la voiture. » Alors que je montais dans la voiture, ce gars a incliné son siège tout en arrière. Donc j'ai dû mettre mes jambes sur le côté. Je lui ai dit « Yo, qu'est-ce que tu fais ?» Puis il a dit à Kenny de passer les 3 prochains feux rouges. Kenny lui a demandé « Pourquoi ?» J'ai dit « Mec, passe les 3 prochains feux rouges, Kenny, ou je conduis. » Kenny a alors accéléré. La première voiture a brûlé les feux rouges, mais la voiture derrière eux, celle de Biggie, s'est arrêtée au feu rouge. Lil 6 avait la tête par la fenêtre, essayant de parler à des filles. Puis, soudainement, les tirs ont eu lieu. Selon un agent du FBI, Phil Carson, qui a travaillé sur l'affaire pendant plusieurs années, Suge Knight a engagé Amir Muhammad pour exécuter le meurtre. Cependant, l'agent affirme que la cible originale n'était pas Biggie. Il visait Sean Puffy Combs. Gene croit également que cette histoire est vraie. Je pense que c'était destiné à Puff. Les personnes qui ont essayé de tuer Puff cette nuit-là, pour une raison quelconque. Parce que nous avions un conflit avec des gars musulmans, à Soul Train aussi. Pour une raison quelconque, les personnes qui voulaient tuer Puff ont fait de Biggie une victime collatérale. Lorsque Biggie a été transporté à l'hôpital, Lil 6, qui avait littéralement vu le tireur en face, a donné une description à Gene. Lil 6 à l'hôpital m'a dit « Un musulman a tiré sur Big ». J'ai dit « Un homme avec un costume bleu, une chemise blanche, un nœud papillon bleu ?» Il m'a dit « Jen, comment tu sais ?» J'ai répondu « Ce mec s'est d'abord approché de la voiture de Puff. » La description de Lil 6 correspond à ce que le FBI a découvert. En résumé, dire que Puffy a organisé les meurtres de Pac et Biggie n'est pas tout à fait exact, mais les origines de la rivalité et son escalade peuvent très certainement être attribuées à Puffy. De plus, il savait clairement que le danger planait pour Pac et Biggie et n'a fait aucun effort pour essayer de prévenir leur mort, car au final, Puff a été celui qui a le plus bénéficié de leur disparition. Réfléchissez à cela du point de vue de Puffy, l'homme d'affaires. Tupac meurt, ce qui fait de Biggie le grand gagnant. Biggie ressemble à l'ultime gangster qui a averti son ennemi avec une diss track, puis a fini par le faire tuer. Cela alimente la légende et permet de vendre plus de disques. De plus, avec la mort de Tupac, il n'y a plus de compétition. L'inspiration de Biggie, son idole, celui dont il a tout copié, ne peut plus se défendre depuis sa tombe. Nous savons maintenant que Puff ne voulait pas nécessairement que Biggie meure, mais il n'a pas non plus tout fait pour le protéger. En outre, Puff a vu combien Death Row gagnait après la mort de Tupac. Tupac Shakur a vendu 67 000 albums la semaine suivant son meurtre. 2 mois après sa mort, ils ont sorti The Don Killuminati, The 7-Day Theory, que Shakur avait enregistré sous le nom de Machiavelli. Cet album a fait ses débuts à la première place du Billboard Hot 200, avec des ventes de 664 000 copies la première semaine et 500 000 la deuxième semaine. À ce jour, Tupac a vendu 75 millions de disques, dont la majorité après sa mort. Puffy possédait tous les droits d'édition de Biggie. Il les aurait achetés à Biggie pour 200 000 $ des années avant sa mort, ce qui signifie que tout ce qu'il a enregistré ou écrit, que ce soit pour lui-même ou pour d'autres artistes, Puff possédait la totalité des droits de Biggie. En plus des dizaines de millions de dollars générés par les albums posthumes de Biggie, il était également un auteur prolifique. Il a écrit tout l'album de Junior Mafia. Il a écrit pour Lil Kim, Maze, Craig Mack, sans oublier chaque fois que ses morceaux ont été samplés au fil des ans. Diddy a gagné de l'argent sur Biggie pendant plus d'années que Biggie n'a vécu. Il y avait même des soupçons que Biggie était conscient du contrôle que Puffy avait sur sa musique et avait essayé de transférer tous ses nouveaux morceaux à sa fille encore bébé, mais il est décédé avant de pouvoir conclure les accords commerciaux. La mère de Biggie, Valetta Wallace, a exprimé à plusieurs reprises sa méfiance envers Diddy.
La vérité, c'est que Christopher a accepté l'illusion d'un ami et d'un mentor pour environ 25 000 dollars. C'est la somme avec laquelle Puffy a appâté mon fils. C'était beaucoup d'argent pour Christopher à l'époque, quand il avait 19 ans. Elle a ajouté qu'elle était heureuse que son fils n'ait pas à voir que les personnes avec qui il pensait pouvoir tout traverser n'hésiteraient pas à utiliser sa mère. Je suis heureuse qu'il ne soit pas là pour voir comment ils ont utilisé son image et son nom. Didi était incroyablement riche, extrêmement puissant et manifestement imprévisible. Imaginez à quel point il était facile pour lui de tirer parti de son pouvoir dans l'industrie musicale et dans sa vie personnelle. Si vous lui disiez non, en théorie, il pouvait vous mettre sur la liste noire, vous extorquer ou peut-être quelque chose de plus définitif. Considérez cela lorsque nous commençons à analyser son comportement suspect au fil du temps. J'ai ma chaîne MTV maintenant. Implacable. Tout ce que je veux, je vais l'obtenir. Tout ce que je veux, je dois l'obtenir. Commençons par le mystérieux Puffy's Flavor Camp, où Didi mentorait de jeunes musiciens comme Usher et leur donnait un aperçu de l'industrie musicale. La sensation R&B Usher était rien de moins qu'un enfant prodige. À l'âge de 13 ans, il avait déjà été découvert à Atlanta par L.A. Red et ils l'ont envoyé à New York pour enregistrer son premier album avec Didi. En 1994, Usher n'avait que 14 ans et il a emménagé chez Didi pour faire partie de son Flavor Camp. C'était curieux, j'ai eu l'occasion de voir certaines choses, a déclaré Usher. Mais à 13 ans, il était encore trop jeune pour comprendre tout ce qu'il voyait et vivait. Usher a toujours été réticent à discuter de ce qui s'est passé lorsqu'il vivait avec Didi. Dans un article de Rolling Stone de 2004, il a déclaré « Puff m'a introduit à une manière totalement différente de voir les choses, en particulier en ce qui concerne certains aspects de la vie. Le sexe est tellement présent dans l'industrie, mec. Pendant qu'il était à New York, il vivait chez Puffy à Scarsdale. Il y avait toujours des filles autour. Il ouvrait la porte et voyait parfois quelqu'un en plein acte ou plusieurs personnes dans une pièce. On ne savait jamais ce qui allait se passer. Certaines personnes voient cela comme une forme d'influence sur un jeune garçon. Une fois, Didi lui-même a raconté à quoi ressemblait la vie avec Usher. À l'époque, il avait environ 10 ans, et moi, j'étais un peu plus vieux, comme son grand frère. On se disputait les Frosted Flakes. Tu vois ce que je veux dire? Avant même que le terme « pause » n'existe. Mais c'est vraiment mon frère. On se battait littéralement pour les Frosted Flakes parce qu'il se levait toujours tôt. Yo, qu'est-ce que Puff vient de dire? Même si Kevin Hart plaisantait, il était vraiment le seul à sembler se poser des questions sur ce que Didi racontait, mais Usher semblait un peu mal à l'aise. Vous remarquerez un schéma récurrent où Didi est très à l'aise avec le fait de toucher les autres, de les embrasser et de leur donner des surnoms affectueux. Cependant, le langage corporel de l'autre personne montre presque toujours qu'elle n'apprécie pas ça. « Mec, tu es en train de réussir, tu le mérites, papa. Tu fais du bon travail. » Mais Usher n'est pas le seul artiste de l'industrie qui aurait pu être une victime du Flavor Camp de Puffy. Justin Bieber a également été encadré par Didi au début de sa carrière. Juste après son 15e anniversaire, Bieber a passé 48 heures avec Didi. Didi lui a offert une Lamborghini Gallardo et a expliqué au monde entier pourquoi lui et le jeune adolescent passèrent du temps ensemble. On ne peut pas vraiment en dire plus sur ce qu'on fait. On ne peut pas vraiment dévoiler, mais c'est certainement le rêve de tout garçon de 15 ans. Je n'ai pas de tutelle légale sur lui, mais pour les 48 prochaines heures, il est avec moi. Donc on va y aller à fond, totalement dingue. Combs semblait agir de manière étrange, mais Justin, à l'époque, paraissait à l'aise. Il était encore une jeune star éblouie par l'industrie. 1 an plus tard, son attitude envers Didi avait beaucoup changé. « Comment ça va, mec? Tout va bien? »« Je vais bien. Et toi, jeune frère? Tout va bien? Tu remplis des arènes et tout. Tu commences à agir différemment, hein? Tu n'appelles plus et tu ne traînes plus avec moi comme avant. Eh bien, tu n'as pas vraiment essayé de me contacter directement, tu sais, par mes partenaires et tout ça. Mais tu n'as jamais vraiment eu mon numéro. Donc, Combs est connu pour organiser des fêtes somptueuses et remplies de célébrités qui sont devenues légendaires dans l'industrie du divertissement. Les fêtes de Didi sont célèbres pour attirer des célébrités de premier plan de tous les milieux. « J'avais le mélange le plus fou », a-t-il raconté à Oprah. Des potes de Harlem, Leonardo DiCaprio, juste après avoir fini Titanic. J'avais des personnalités de partout et des membres de la famille du Sud. Les fêtes de Didi se déroulent généralement dans des lieux luxueux
ou dans ses propres résidences privées. Les médias l'ont rapidement désigné comme le Gatsby moderne, un titre qu'il a accepté avec enthousiasme. Est-ce que j'ai lu Gatsby le Magnifique? A-t-il déclaré à un journaliste en 2001. Je suis le grand Gatsby. Cependant, beaucoup de gens oublient que l'une des premières défaites de Diddy a entraîné la mort de 9 personnes. En 1991, Sean Combs, âgé de 22 ans, était l'organisateur du match de basket de charité avec Heavy D et Puff Daddy au gymnase Nat Ullman du City College. Cette fête tristement célèbre, surnommée la Puffy Party, a connu une bousculade qui a coûté la vie à 9 personnes. Certains des plus grands rappeurs de l'époque étaient attendus, comme Boyz II Men, Phife Dawg, Big Daddy Kane, Jodeci, et même LL Cool J et Mike Tyson étaient présents. La partie folle, c'est que les fans pouvaient voir toutes leurs stars préférées pour seulement 12 $. Le premier problème est survenu avec les billets. N'oubliez pas que c'était en 1991. Donc les gens devaient se rendre physiquement à des endroits comme le guichet de l'Apollo Theater pour acheter leurs billets. Les billets étaient également vendus dans des magasins locaux comme Boss Emporium, et même des billets gratuits étaient distribués à la radio par Funkmaster Flex. Le gymnase ne pouvait accueillir que 2730 personnes, mais il n'avait aucune idée du nombre de billets vendus, car aucun système approprié n'avait été mis en place pour le suivi. Malgré cela, Gene Deal se souvient que Puffy a demandé de réduire la présence de la sécurité de moitié. Ce jour-là, Puff m'appelle la veille de l'événement et me dit « Yo Gene, je n'ai pas besoin que vous fassiez la sécurité à l'extérieur. J'ai les FOA pour ça. » Alors j'ai dit « Mec, je viens de dire à 18 gars de venir. » Il a dit « Je n'ai besoin que de 8 gars. » Pour clarifier, les FOI sont les membres de la Fruit of Islam. Un témoin de l'événement a déclaré « On ne peut pas organiser un événement comme ça à Harlem sans ces musulmans », a dit Oscar Davis, 32 ans, du Bronx. Oubliez la police. Ils ne peuvent ne rien faire. Les gens de Harlem respectent les musulmans. Il était évident que plus de gens étaient à l'extérieur que ne pouvaient entrer dans le gymnase. Malgré cette surpopulation, des billets continuaient d'être vendus à la porte, a déclaré Mario Salvaggi, un chef de la patrouille de la police municipale. Les fans entraient par 2 sorties latérales et étaient dirigés dans les escaliers, puis à travers les portes menant au gymnase. Mais une fois que LL Cool J et Mike Tyson sont arrivés, tout a dégénéré. Des foules de gens ont commencé à se précipiter de l'extérieur pour entrer, poussant les gens vers les portes vitrées. Les portes vitrées ont fini par se fermer et devaient être tirées vers la foule pour être ouvertes. Les gardes ont essayé de demander aux gens de reculer, mais ils n'écoutaient pas. La pression est devenue si forte que les portes vitrées ont éclaté et les gens sont tombés à travers elles. Des personnes à l'extérieur ont commencé à piétiner les corps pour entrer dans la salle. Mais le problème s'est aggravé car il fallait descendre les escaliers pour entrer dans le gymnase. Les portes en bas des escaliers devaient également être tirées vers la foule et non poussées vers l'intérieur du gymnase. Ainsi, des centaines de personnes se sont retrouvées comprimées contre ces portes dans un petit escalier, sans moyen de s'échapper. Il est également important de noter que ces portes n'avaient pas de fenêtres. À l'intérieur du gymnase, les gens s'amusaient comme si de rien n'était. De l'extérieur, on pouvait entendre les gens faire la fête, jouer de la musique et des rappeurs crier au micro. Ils ne savaient même pas que juste de l'autre côté de ces portes, des gens se battaient pour leur vie. Finalement, les portes ont été ouvertes, alors que jusqu'à 6 personnes étaient empilées les unes sur les autres, commençant à se répandre sur le sol du gymnase, ce qui a enfin permis de relâcher la pression. Des gens ont essayé de pratiquer des manœuvres de réanimation sur le sol. Quelqu'un a annoncé au micro que 3 personnes étaient mortes sur place. Cela a déclenché une panique, et les gens à l'intérieur du gymnase ont commencé à essayer de sortir, en repassant par le même escalier où les gens étaient déjà coincés. La police a identifié 5 hommes et 3 femmes morts sur les lieux, et 29 personnes ont été blessées. Une 9e victime est décédée à l'hôpital quelques jours plus tard. Tous sont morts par asphyxie. 8 familles des défunts ont réglé des poursuites pour décès injustifiés contre M. Combs au début de l'année 1998. M. Combs a finalement payé environ 600 000 $ sur un total d'environ 3 millions de dollars. Il est clair que ce n'était pas entièrement la faute de Diddy. Légalement, les tribunaux ont estimé que la ville était responsable à 50% et les promoteurs à 50%. Quoi qu'il en soit,
Une énergie sombre semblait entourer Didi depuis ses débuts. À partir de là, il a cessé d'organiser des fêtes publiques et a commencé à les rendre privées. Cependant, au fil des années, des rumeurs troublantes ont circulé concernant ce qui se passe lors des fêtes de Didi, allant de rituels sexuels de groupe à des pratiques de casting canapé, où les nouveaux venus assureraient leur avenir dans diverses industries. La plus grande rumeur est que les jeunes talents masculins devaient satisfaire d'autres hommes puissants pour faire avancer leur carrière. Apparemment, c'est un secret bien connu dans l'industrie musicale, ce qui explique pourquoi Shannon Sharpe a éclaté de rire quand Cat Williams a dit « Parce que P. Diddy veut un corps et il faut lui dire non. Il faut lui dire non. Moi, je l'ai fait. » Diddy a 6 enfants biologiques avec 3 femmes différentes. Il a eu plusieurs relations très médiatisées avec des célébrités comme Jennifer Lopez, Naomi Campbell et Cassie. Cependant, vous remarquerez que la plupart des histoires de fêtes qui circulent l'impliquent entouré d'hommes. Josh Ostrovsky, connu sous le nom de The Fat Jewish sur les réseaux sociaux, a raconté son étrange expérience à une fête de Diddy. Je prenais de l'ecstasy et je cherchais les toilettes. Je n'arrivais pas à les trouver, donc j'ouvre une porte et là, je vois un groupe d'hommes allongés ensemble, un peu comme s'ils étaient en train de se câliner, appuyés sur leurs coudes, comme si c'était le prélude à une orgie. Et il ajoute « Et qui est là, allongé directement devant moi ?» Puff Daddy et Félix the Housecat, le célèbre producteur de Music House. Ils étaient en train de partager un verre de Hennessy. Josh, qui est un homme gay, a immédiatement eu l'impression d'être dans une pièce remplie d'autres hommes gays. Cependant, il n'y avait aucune accusation formelle ni de preuve accablante. Cela aurait pu être simplement un groupe d'hommes en train de se détendre. Voyons maintenant ce que le rappeur Xzibit a raconté sur son expérience lors d'une fête avec Diddy en Floride. On a été invité à une fête de Puffy, la fête du Nouvel An. Après, il nous invite chez lui avant d'aller en boîte. Puffy m'appelle dehors et me dit « Mec, cette fille, tu sais, c'est le diable. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Ensuite, on monte dans le camion et il dit « Allons en boîte. » On est là à écouter de la musique et il me montre du doigt un coin de la pièce. Il y a 2 mecs qui s'embrassent. Et je me dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis il me montre un autre endroit et il y a un autre type complètement nu. On est parti vite fait. D'après le récit de Xzibit, il semble que Diddy l'ait emmené dans un club gay. Ou peut-être que par coïncidence, Xzibit n'a remarqué que les 2 seuls couples gays dans une boîte normale. 50 Cent se souvient également de l'une des premières fois où il a rencontré Diddy. Mec, il me dit qu'on doit traîner ensemble. Il me dit « Yo, pourquoi on n'irait pas faire du shopping ou un truc du genre? Je paierai. » J'étais là comme « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Mon pote, Puff est un peu bizarre, crois-moi. Maintenant, il ne fait aucun doute que l'homophobie a toujours été présente dans le hip-hop. Cependant, certaines personnes ne sont tout simplement pas gays et les actions de Diddy les mettent pas mal à l'aise, comme les rappeurs Fabolous et Jadakiss qui se sont retrouvés dans une situation très gênante lors d'un podcast avec Diddy. Ça a rapidement tourné au malaise. Il a commencé par appeler l'animateur Nori Daddy à plusieurs reprises. « J'aime quand tu es comme ça, Daddy. Daddy, j'aime quand tu galères et que tu fais des trucs. » Puis il a demandé à Fabolous pourquoi il ne voulait pas faire la fête avec lui. « Tu t'en souviens? Est-ce que tu t'es souvenu de moi? Est-ce que je t'ai manqué, mec? Parce que je veux dire, il me semble que tu m'as manqué à mon anniversaire, mec. Pourquoi tu n'as pas voulu faire la fête avec moi pour ton anniversaire, mec? » Fabolous, visiblement mal à l'aise, a répondu « On a déjà fait la fête pour mon anniversaire. Tu es venu à ma soirée. » Mais Diddy a insisté « Non, mais toi et moi, on n'a jamais vraiment fait la fête ensemble. Tu sais ce que je veux dire. » Pendant ce temps, Jadakiss gardait la tête baissée presque tout au long de l'interview, manifestement mal à l'aise. Lorsque Diddy a été interrogé à ce sujet, voici ce qu'il a répondu. « J'aime quand tu galères et que tu fais des trucs, Daddy. » Après toutes ces blagues, rumeurs et secrets, personne n'avait jamais parlé publiquement contre Diddy ni l'accusé d'agression ou d'abus, jusqu'en 2019, lorsque son ex-petite amie Gina Huynh a parlé publiquement de ce que c'était que d'être en couple avec lui. Il faut garder à l'esprit que Gina était une petite amie cachée, car la relation publique de Diddy était avec Cassie Ventura, avec qui il était en couple par intermittence, depuis une décennie. Il m'a surprise en train d'envoyer des textos à un autre homme. Nous étions dans son dressing et il m'a poussé
Je suis tombé par terre. Il s'est tenu au-dessus de moi, évitant mon visage, mais il a commencé à me frapper sur le côté de la tête, et je me couvrais le visage. Il m'a ensuite donné un coup de pied dans le ventre, ce qui m'a coupé le souffle. Je ne pouvais plus respirer. Je le suppliais d'arrêter. Il s'est arrêté pendant un moment, puis il a attrapé mes cheveux par derrière et a continué à me frapper à l'arrière de la tête. Elle a également affirmé qu'elle était enceinte de lui en 2014. Tu veux bien me dire ce qui s'est passé avec cette grossesse? Il m'a dit, tu vas te faire avorter, n'est-ce pas? J'ai répondu que je ne savais pas encore. Ensuite, il m'a offert 50 000 dollars pour que je le fasse, mais j'ai refusé parce que je l'aimais. Gina n'a pas pris l'argent, mais elle n'a pas non plus gardé l'enfant. 4 ans plus tard, elle est à nouveau tombée enceinte. Gina a continué à détailler plusieurs autres épisodes d'abus émotionnels et physiques, mais elle n'a jamais déposé de plainte officielle. Ce n'est qu'en novembre 2023 que quelqu'un a finalement porté plainte officiellement contre Diddy. Après cela, les vannes se sont ouvertes et le passé sombre de Sean Combs a commencé à sortir de l'ombre. Dans la plainte, Cassie Ventura, son ancienne petite amie de longue date, a accusé M. Combs de viol et d'abus physiques répétés sur une période d'environ 10 ans. Comme on pouvait s'y attendre, cette plainte et ces allégations sont rapidement devenues virales. Après toutes ces années de rumeurs louches, de comportements étranges et de secrets sombres, le monde entier semblait prêt pour la chute de Diddy. Ventura et Combs se sont rencontrés en 2005 lorsqu'elle avait 19 ans et qu'il en avait 37. Il avait entendu une chanson qu'elle promouvait intitulée « Me and You ». Il a ensuite contacté Ryan Leslie, qui avait écrit le premier single de Cassie, et a mis en relation Bad Boy Records avec le label Next Selection de Leslie pour la sortie de l'album de Cassie. En août 2006, Cassie a sorti son album éponyme sous Bad Boy Records. Le duo a tissé des liens étroits en travaillant ensemble pendant plusieurs mois, Cassie devenant le visage de la marque de mode Sean John. En 2007, Diddy s'est séparé de sa partenaire de longue date, Kim Porter, et a commencé à sortir avec Cassie. Cassie a affirmé que Combs contrôlait presque tous les aspects de sa vie, de sa carrière à l'accès à ses dossiers médicaux personnels. Elle affirme qu'il était fréquemment violent, la frappant physiquement plusieurs fois par an, et qu'il la droguait régulièrement avec de grandes quantités de substances, ce qui rend des vidéos comme celle-ci, où Cassie semble se cacher de Diddy, particulièrement suspecte. Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Qu'est-ce que t'as à dire maintenant? T'as plus rien à dire. Il la met en scène sur Snapchat, disant « Allez bébé, il fait chaud dehors. Pourquoi tu es enveloppé dans cette couverture? Allons courir sur la plage. » Les documents judiciaires affirment que d'autres personnes travaillant avec M. Combs l'ont aidé à contrôler Mademoiselle Ventura en réprimant sa musique si elle n'obéissait pas à ses ordres ou en aidant à dissimuler son comportement. Mais ce n'était pas seulement un contrôle mental. Il devenait également physiquement violent. Lors d'un incident à Los Angeles en 2009, les documents mentionnent que M. Combs est devenu furieux en voyant Mademoiselle Ventura parler à un autre agent artistique. Il l'a alors poussé dans une voiture et lui a donné des coups de pied au visage à plusieurs reprises, causant des saignements. La plainte détaille également les demandes de Diddy pour que Cassie participe à ses nouvelles fantasmes sexuels, notamment le voyeurisme. Combs a forcé Ventura à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs sexuels masculins dans différentes villes. Elle a affirmé qu'il regardait ces rencontres, se procurait du plaisir et les enregistrait. C'est cette accusation qui aurait probablement déclenché une enquête fédérale sur son implication dans le trafic sexuel de personnes. Selon la plainte, M. Combs appelait ces rencontres des freak-offs, qui impliquaient des déguisements comme des masques de bal masqués et de la lingerie. La poursuite continue de détailler certains des comportements les plus horribles, embarrassants et torturants que Diddy aurait commis. L'avocat de Combs, Benjamin Brafman, a répondu à la plainte en son nom, déclarant que M. Combs nie catégoriquement ces accusations offensantes et scandaleuses. Depuis 6 mois, M. Combs était confronté aux demandes persistantes de Mademoiselle Ventura d'obtenir 30 millions de dollars sous la menace de publier un livre compromettant sur leur relation. Malgré leur démenti, la plainte a été réglée seulement 24 heures après avoir été rendue publique. Nous ne savons pas combien a été versé en raison de la gravité des accusations. Mais le public a supposé que Diddy avait probablement déboursé des dizaines de millions de dollars pour la faire taire.
Alors que Combs pensait probablement avoir échappé indemne à la plainte de Cassie, une autre femme, nommée Lisa Gardner, a déposé une plainte le 23 novembre. Gardner a affirmé qu'elle et une amie avaient rencontré Combs et le chanteur-compositeur Aaron Hall lors d'un événement MCI Records en 1990 ou 1992. Elles sont retournées à l'appartement de Hall pour une after-party où elle a été incitée à boire davantage et forcée d'avoir des relations sexuelles avec Combs, qui aurait agressé elle et son amie. Dans une autre plainte déposée le même jour, Joy Dickerson Neal a allégué qu'en 1991, elle avait accepté à contre-cœur un rendez-vous avec Combs, qui l'aurait drogué intentionnellement et agressé sexuellement après leur dîner. Didi a nié les allégations par l'intermédiaire d'un porte-parole qui a affirmé que les revendications de ces femmes étaient fabriquées et les a accusées d'exploiter la loi des survivants adultes. L'Adult Survivor Act de New York a temporairement supprimé le délai de prescription civile pour les survivants d'agressions sexuelles, leur donnant ainsi le droit de déposer une plainte contre l'auteur, quel que soit le temps écoulé depuis les faits. Ensuite, une autre femme a fait surface. Jane Doe a allégué que Combs, son fidèle lieutenant Harve Pierre et un troisième agresseur non identifié l'avaient violée en réunion alors qu'elle avait 17 ans dans le studio d'enregistrement de Combs à Manhattan en 2003. Pierre, qui avait auparavant été président de Bad Boy Entertainment, avait également été poursuivi par une ancienne assistante qui affirmait qu'il avait utilisé sa position de pouvoir pour la préparer, l'exploiter et l'agresser sexuellement à plusieurs reprises entre 2016 et 2017. La plainte alléguait également que ces hommes avaient transporté Doe à travers plusieurs États, de Détroit à New York, à bord d'un jet privé, lui avaient fourni de la drogue et de l'alcool jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus consentir, et l'avait ensuite agressée violemment. La plainte incluait plusieurs photos que Doe affirmait avoir été prises dans le studio cette nuit-là, y compris une où elle est assise sur les genoux de Combs. Didi a déclaré sur Instagram « Assez, c'est assez. Ces dernières semaines, je suis resté silencieux en regardant des gens essayer d'assassiner mon caractère, détruire ma réputation et mon héritage. Je n'ai rien fait de ce qui est allégué. Je vais me battre pour mon nom, ma famille et pour la vérité. » Mais ce n'était pas seulement des femmes qui l'accusaient. En février 2024, son ancien producteur et vidéaste, Rodney Lil Rod Jones, a déposé une plainte fédérale contre Combs. Jones a allégué que Combs l'avait harcelé sexuellement, drogué et menacé. Selon la plainte, Rodney Lil Rod Jones a vécu avec Combs entre septembre 2022 et novembre 2023, période durant laquelle il travaillait sur le dernier album de Didi, The Love Album of the Grid, en tant que vidéaste personnel de Combs. Jones aurait filmé des heures de vidéo et enregistré des conversations audio où Combs s'engageait dans des activités illégales. La plainte affirme que ces activités incluaient l'acquisition de drogue, la sollicitation de travailleurs du sexe, la fourniture de boissons mélangées à des mineurs et des agressions sexuelles. Jones a allégué avoir été victime de palpations non sollicitées et non autorisées de son anus par Combs de manière constante. Toujours selon la plainte, Combs forçait Jones à travailler dans sa salle de bain, tandis qu'il se promenait nu et prenait une douche dans une cabine en verre transparent. La plainte de Jones mentionne également que Young Miami, la dernière petite amie de Didi, faisait partie de ceux qui recevaient une somme mensuelle pour travailler en tant que prostituée pour Combs. Jones pensait que Didi essayait de le préparer dans le but de l'offrir à d'autres personnes. Lors d'une sortie en yacht en janvier 2023, Jones a affirmé qu'il avait été présenté à l'acteur oscarisé Cuba Gooding Jr., qui aurait commencé à le peloter jusqu'à ce qu'il soit repoussé de force. Jones a également affirmé que Didi, qui aurait eu une certaine emprise sur Gooding Jr., n'avait rien fait pour l'arrêter. La plainte mentionne également un rappeur présent sur le yacht de Didi, où il aurait été aperçu en compagnie de jeunes filles aux mineurs et de travailleuses du sexe. Ce rappeur est décrit comme un rappeur de Philadelphie ayant fréquenté Nicki Minaj. Le rappeur Meek Mill est originaire de Philadelphie et a fréquenté Nicki Minaj entre 2014 et 2016. Le même rappeur non nommé, ainsi qu'un chanteur R&B non identifié, et le producteur Stevie G auraient eu des rapports sexuels avec Didi.
Cette allégation a amené les gens à regarder d'un œil plus critique le clip de Meek Mill dans une piscine avec Diddy l'appelant Daddy. De plus, 50 Cent a plaisanté sur Instagram au sujet de Diddy et Stevie G. Ce dernier n'a pas nié les allégations, mais a plutôt défié 50 Cent à un match de boxe. Peu importe comment ça se passe, je veux que tu m'affrontes sur le ring. Faisons ça à la télévision ou quelque chose. Ne te défile pas. Je te défie, Curtis. Mais l'allégation la plus choquante dans la plainte est que Jones a découvert que Combs avait caché des caméras dans chaque pièce de ses maisons et que Diddy enregistrait secrètement des artistes et des cadres influents de l'industrie, comme Lucien Grange, mentionné dans la plainte, qui auraient ou non participé à ces freak-offs. Si cela s'avère vrai, nous pourrions voir certaines des personnes les plus puissantes de l'industrie du divertissement exposées. 50 Cent, lui, veut être partie prenante de cette révélation. Il a déclaré sur Instagram « Secouez ma tête. Ça va être tellement bien. Que voulez-vous parier que je vais obtenir ces enregistrements? Je suis prêt à payer cher pour les avoir. Tu as déjà été là-bas? Moi, je ne vais pas aux soirées de Puffy. Cependant, il semble que le règne de terreur de Sean Combs soit peut-être terminé. Le 25 mars 2024, des agents de la sécurité intérieure et d'autres forces de l'ordre ont perquisitionné les maisons de Diddy à Los Angeles et à Miami dans le cadre d'une possible enquête en cours sur la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Hal Kempfer, expert en sécurité intérieure, a ajouté quelques précisions en expliquant que les preuves recherchées incluaient des ordinateurs portables, des clés USB et tout ce qui pourrait relier Combs aux allégations. À ce jour, nous ne savons pas encore ce qu'ils ont trouvé et techniquement, les autorités fédérales n'ont jamais formellement annoncé ce qu'elles recherchaient ou pourquoi elles étaient présentes, mais il est raisonnable de supposer que cela est lié aux accusations. De manière opportune, Diddy n'était même pas aux États-Unis au moment de la perquisition. Selon TMZ, le jet privé de Combs a été aperçu au sol à Antigua, dans les Caraïbes, peu après l'annonce des perquisitions. Beaucoup pensent qu'il fuit le pays. Et aujourd'hui, il semble que Diddy soit en pleine spirale. Il vient de poster sur les réseaux sociaux pour voir qui, dans l'industrie, est de son côté. Hey yo, en ce moment, pour de vrai? Yo, j'ai besoin de savoir qui est avec moi. Tu sais? Genre, juste franchement. Si tu es avec moi, fais-le savoir. Si tu es avec moi, reste silencieux. Et au cas où vous vouliez encore plus d'allégations tordues et de théories du complot folle, jetez un œil aux fondateurs d'Uptown Records, les personnes qui ont donné à Diddy son premier travail dans l'industrie musicale. André Harrell, mort à 59 ans. Heavy Day, mort à 44 ans. Kim Porter, morte à 47 ans. Et Al B. Sure, qui a été dans le coma pendant 2 mois et a failli perdre la vie. Al B. Sure est également le père du fils adoptif aîné de Diddy. Al B. Sure a eu un enfant avec Kim Porter avant qu'elle ne le quitte, se marie avec Diddy et ait des enfants avec lui. Al B. Sure a récemment essayé de renouer avec son fils aîné, espérant qu'il quitte Diddy et revienne à la maison. Et lorsqu'il est sorti de son coma, il a fortement insinué que Diddy était derrière cela. Nous allons produire l'histoire de la vie d'Al B. Sure. Alors, accrochez-vous à vos richesses et vous comprendrez vraiment comment j'ai fini dans un coma. Vous devrez vraiment appeler la sécurité intérieure. Maintenant, pourquoi Diddy voudrait-il que les personnes qui l'ont introduit dans l'industrie musicale soient toutes mortes? Je ne sais pas. Votre hypothèse est aussi bonne que la mienne. Mais il semble que presque toutes les personnes autour de Sean Combs, tout au long de sa carrière, soient mortes, soit tombées dans l'oubli, ou aient parlé de ses manières diaboliques. Et pourtant, rien de mal ne semble jamais lui arriver. Il devient juste de plus en plus riche et couronné de succès. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Mais pour l'instant, nous devrons attendre de voir comment tout cela se déroule. D'après tout ce que vous avez appris dans cette vidéo, vous pensez probablement qu'il est ce coupable. Mais à l'heure actuelle, il est innocent jusqu'à preuve du contraire.